qui est un amendement déposé par le gouvernement, un amendement CL 112 de suppression. Madame la rapporteure. Oui, alors en fait, il s'agit d'un amendement car il ne vous a pas échappé que les sénateurs ont ajouté un certain nombre de dispositions relatives à la fonction publique dans ce texte. Nous considérons que le statut de la fonction publique mérite une autre étude que d'être traité subrepticement par la voie d'ajout d'amendements ici et là dans le texte qui nous est présenté. Et nous pensons que cette question devra être traitée de façon complète, globale, dans les mois qui viennent. Donc c'est la raison pour laquelle, par principe, et pour ces principes que je viens de vous exposer, nous serons à chaque fois défavorables aux ajouts du Sénat sur ces questions liées à la fonction publique. Sur cette question précise, nous considérons que cet amendement voté par le Sénat, sous couvert de lutte contre le pantouflage, interdit en fait de promouvoir à la tête d'un groupe le directeur d'une de ses filiales. Nous considérons que ça n'a pas de sens et donc pour cette raison et pour les raisons que je vous ai exposées préalablement, je vous propose de supprimer l'amendement du Sénat. Donc je suis favorable à l'amendement CL 112 présenté par le gouvernement. Merci, Monsieur Dussopt. Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, je dois vous avouer que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre puisque nous sommes dans une entreprise qui vise à rétablir la confiance dans l'action publique et vous nous dites, en qualifiant d'ailleurs les débats au Sénat d'introduction subreptice, ce qui n'est pas forcément très aimable pour nos collègues, que vous allez vous opposer à tout amendement qui viserait à renforcer les conditions, en tout cas la probité, la transparence, la clarté des conditions dans lesquelles tel ou tel serait amené à être nommé dans des agences ou des organismes publics. Je cherche les mots pour vous dire combien cela me paraît peu cohérent avec le reste du texte que vous défendez. Et je pense qu'au contraire de ce que vous avez dit, nous avons là une belle occasion de mettre plus de lumière et de transparence dans les processus de nomination des responsables publics. Monsieur Marlex. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne partage pas du tout, Madame la rapporteure, votre analyse et celle du gouvernement. Ce texte, la garde des Sceaux nous l'a dit hier, c'est d'abord un texte sur la prévention du conflit d'intérêts. Donc je ne comprends pas la logique qui fait qu'aujourd'hui, soudainement, à la différence de ce qu'avait fait le précédent gouvernement avec la loi dite Cahuzac, pardon, la loi de 2013, instaurant notamment la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, je vous ferai pardon de faire remarquer de vous le rappeler, mais elle concerne les élus, mais elle concerne également les emplois nommés en Conseil des ministres. Et donc, on a considéré à l'époque, et c'est elle qui définit dans son article 1er, ce qu'est le conflit d'intérêts. Et donc, tout d'un coup, cette question du conflit d'intérêts, on l'a réduit exclusivement aux élus. Donc, la position du gouvernement, et qui est la position que vous faites vôtre, Madame la rapporteure, c'est une position de recul, c'est une position de frilosité par rapport à ces questions de conflit d'intérêts. L'argument du cavalier législatif, il ne tient absolument pas. Une fois encore, on est bien dans la prévention du conflit d'intérêts. Qu'est-ce qu'il dit cet amendement, par exemple? Il dit que demain, le président de la République ne pourra pas nommer, effectivement, à la tête de la commission de régulation de l'énergie, un ancien patron d'une grande boîte de l'énergie qui pourrait avoir des intérêts dans une boîte ou dans une autre. Qu'il ne pourrait pas nommer à la tête de l'ART un ancien patron, un ancien dirigeant d'une boîte de télécom. Cet article, il a pour objet, c'est l'apport du Sénat, d'apporter une garantie supplémentaire sur cette prévention du conflit d'intérêts. La prévention du conflit d'intérêts, c'est l'objet de ce texte. Ou alors, si ce n'est pas ça, il faut nous dire ce que c'est. C'est juste un texte d'antiparlementarisme de plus. Ne doivent être dans le viseur que les parlementaires. Donc c'est en contradiction totale avec ce que nous a dit le gouvernement. Le Sénat a fait l'effort, avec toute une série d'articles, d'être constructif. C'est un mot à la mode, je crois, d'être constructif. Ce texte au Sénat, il a été adopté à l'unanimité, Madame la rapporteure, et a refermé toutes les portes que le Sénat a ouvertes, une fois encore qu'il a ouvertes dans le respect de la loi de 2013, dans le pur prolongement de la loi de 2013, avec une position de recul et de retrait comme vous êtes, sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Malheureusement, je crains qu'au bout du compte, vous perdiez cette unanimité qui a été réalisée au Sénat, et ça me paraît extrêmement dommage. Merci, Madame Obono.
Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteuse. Je vais aller dans le sens des interventions précédentes parce que c'est votre amendement demande de suppression et votre explication va à l'encontre effectivement de ce que nous a dit la garde des Sceaux sur l'importance la force que voulait donner au gouvernement ce projet de loi et sur le sens même de nos travaux parlementaires. Effectivement, le Sénat a été saisi de ce texte, a fait un travail d'amendement, ce qui est un droit constitutionnel. Ce n'est pas des pratiques subversives ou inconnues. C'est également ce que nous sommes censés faire. Nous avons présenté un certain nombre d'amendements, y compris pour certains articles, pour étendre encore plus et permettre que la transparence et la confiance puissent être retrouvées sur l'action publique. Et en fait, ce que vous nous dites, c'est que tout ça ne sert à rien, parce que de toute façon, on en discutera après, mais en même temps, il faut faire très vite maintenant, dans les circonstances que l'on sait, cette loi pour dire qu'on a fait une loi, en fait, mais qui est à laquelle on enlève tous les véritables outils et pouvoir réel de faire la transparence et de recréer de la confiance. Donc, effectivement, c'est une argumentation qui est complètement contradictoire et qui va à l'encontre des intentions, encore une fois, et des souhaits présentés et rappelés sans cesse par le gouvernement et qui n'aident pas à la confiance, ne serait-ce qu'au sein de l'Assemblée, dans la volonté du gouvernement et peut-être de la majorité, si elle va dans le sens de ces préconisations sur écoutez, le sens de nos travaux à l'Assemblée et du pouvoir qui nous est donné et des responsabilités qui sont les nôtres données par les citoyens. Monsieur Robert Roth. Oui, je voudrais rappeler simplement aux collègues qu'il ne faut pas faire semblant de croire que cette loi, c'est l'alpha et l'oméga en la matière. Non mais, oui, elle ne va pas régler 25 ans ou 30 ans de débat sur la question. C'est une loi dans une session extraordinaire qui vise à prendre rapidement des décisions sur des statuts, c'est-à-dire à la fois le statut du candidat, statut du parlementaire, statut du président, statut du collaborateur. Donc, il viendra un temps où il faudra effectivement reprendre l'ensemble des éléments que vous exposez pour faire sans doute un texte de loi d'une autre nature. Mais je voudrais rappeler quand même le contexte, parce qu'on peut discuter, on peut avoir une loi fourre-tout, on met tout, et puis on essaye de... Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est effectivement, dans un délai court, de redonner un certain nombre d'éléments qui puissent rétablir la confiance du citoyen par rapport au statut des candidats, des parlementaires, du président plus à la marge et de nos collaborateurs. Point. Monsieur Lachaud. Oui, là, c'est la dernière intervention le conforte ce que je pensais. On a là une stigmatisation des élus, des parlementaires, à croire que ce gouvernement a peur des parlementaires, parce qu'il y a plusieurs choses à voir. Donc là, on nous dit le Sénat, subrepticement, etc. Écoutez, c'est quand même pas la réputation du Sénat d'être de radicaux échevelés, mais on est plutôt en train de vanter la sagesse de la Haute Assemblée, et c'est même la raison d'être de son existence dans notre Constitution. Donc si même ça est remis en question, il faut s'interroger. Non, si on veut rétablir la confiance dans les élus, c'est déjà de leur rendre du pouvoir, et notamment des pouvoirs constitutionnels qui leur échoient, notamment le droit d'amendement. Pourquoi contester au Sénat, à l'unanimité, le droit d'amender un texte? Pourquoi ne pas se dire que si des parlementaires qui sont là pour ça ont réfléchi à un sujet, ont décidé de le voter, que peut-être il faut au moins se poser la question d'y réfléchir et d'en discuter sur le fond et de ne pas refuser a priori toute proposition qui émanerait autant du Sénat que de l'Assemblée nationale. Sinon, à quoi servons-nous ? Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas utilisé la procédure du vote bloqué pour empêcher tout amendement? Le texte aurait été parfait, vu que le texte du gouvernement est parfait, et bien évidemment, il aurait été adopté très rapidement, puisqu'il doit être adopté très rapidement. Il faut, à un moment donné, savoir donner du temps au temps, savoir donner aux parlementaires le temps d'amender, de travailler, et si en aussi peu de temps, le Sénat et l'Assemblée a réussi à produire autant d'amendements, c'est bien qu'il y a une demande, c'est bien qu'il y a un besoin, et c'est bien qu'à un moment donné, cette loi le permet.
Merci, Madame Wisniewski. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. En réalité, nous sommes attachés au sein du MoDem à la cohérence. Et je ferai un peu la même observation qu'en matière d'inéligibilité tout à l'heure. Il y avait une cohérence s'agissant de la probité financière dans le projet déposé par le gouvernement. Là, il y a une cohérence dans ce texte s'agissant des personnes concernées et qui relèvent de la sphère politique. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous déposerons un amendement pour modifier le titre de cette loi et pour proposer plutôt la transparence politique. Et il est vrai que nous devons discuter beaucoup plus et beaucoup plus longtemps et dans des conditions différentes, pas trop d'accélération, sinon nous perdons. Non, je n'ai pas utilisé ce terme, mais nous avons besoin d'échanger beaucoup plus s'agissant d'autres sphères, qu'elles concernent les fonctionnaires ou les syndicaux ou d'autres grandes les syndicats, pardon, ou d'autres grandes associations. Bref, il nous faudra un peu de temps. Et donc, pour préserver une cohérence, et même si nous sommes sensibles aux observations de Monsieur Marleix, que j'entends, et même si nous écoutons le Sénat, dont nous estimons que beaucoup d'amendements doivent être validés aujourd'hui, nous pensons que ce sujet des conflits d'intérêts qui peuvent exister pour certains fonctionnaires et les fonctions d'ordre privé qui pourraient être exercées, soit dans le cadre de ce qu'on explique, de ce que l'on appelle le pantouflage, soit dans le cadre d'une nomination. D'ailleurs, il y aura la question aussi à se poser de savoir si nous ne nous priverons pas de talent. Nous aurons à examiner toutes ces questions. Mais je pense dans un autre cadre. C'est pourquoi nous sommes favorables à cet amendement du gouvernement. Il faut que nous retrouvions la cohérence de ce texte. Monsieur Warsmann. Oui, merci Monsieur le Président. J'interviens pour soutenir la rapporteure. J'avais eu l'honneur de rapporter devant la Commission des lois la loi du 20 janvier 2017, toute récente, qui avait un champ beaucoup plus large que les nominations par le Président de la République. C'était tous les membres des autorités administratives indépendantes ou des autorités indépendantes. Et nous avions justement, comme vient de dire ma collègue, travaillé sur le sujet. Je ne suis pas d'accord avec une intervention de tout à l'heure consistant à dire dès que quelqu'un a une expérience professionnelle dans un domaine, on ne peut pas le nommer. Si vous ne nommez à la Commission de régulation de l'énergie que des gens qui n'ont aucune expérience dans l'énergie, si vous ne nommez à l'ARCEP que des gens qui n'ont aucune expérience dans les télécommunications, vous allez arriver à une perte de substance. Il va juste rester les professeurs d'université et c'est tout. Donc quand on avait fait le travail d'audition, on nous avait dit qu'il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre que nous avions trouvé, c'est dans l'article 12 de cette loi. Je me permets de le lire, il n'est pas très long. Aucun membre, donc on n'est pas sur le président, là on est sur le président nommé sur proposition du président de la République. Là on est sur tous les membres du Conseil. Aucun membre de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante ne peut siéger ou le cas échéant ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle s'il a un intérêt au sens de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 ou s'il y a eu un tel intérêt au cours des 3 années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle. Deuxième point, s'il exerce des fonctions ou détient des mandats, ou si au cours de la même période, donc de 3 ans, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle. Et troisièmement, s'il représente ou au cours de la même période a représenté une des parties intéressées. Ça nous avait semblé, mais tout est perfectible, ça nous avait semblé être un meilleur équilibre que de dire celui qui a une expérience dans une société, il sort, il ne participe pas si la société est examinée, mais on ne peut pas couper tout le vivier de compétences parce que sinon on va avoir des collèges qui vont être des collèges, abstraits. Il faut voir que beaucoup d'autorités administratives indépendantes, il y a des décisions très concrètes et très techniques. Quand on est à l'ARCEP sur la téléphonie mobile ou autre, il faut des gens qui connaissent, on ne s'improvise pas. Donc là-dessus, comme ma collègue, je soutiens le gouvernement. On peut améliorer les textes, on vient de le faire quand même en 2017, mais il ne faut pas tout casser non plus. Il y a des vrais sujets de compétences et d'équilibre des compétences. Je vous remercie. Monsieur Potier. Oui, Montaigne disait qu'on appelait barbare ce qui n'était pas de notre usage. Moi, je voudrais dire que, par rapport à la réaction de notre collègue de En Marche, on ne peut pas qualifier de hors-sujet les points qui ne sont pas dans l'intérêt politique
du gouvernement quand il dépose sa loi. Ça, c'est vraiment le principe de l'équilibre des pouvoirs qui est en jeu. Nous ne sommes pas hors sujet, M. Marlex l'a parfaitement redit. Nous sommes dans l'équilibre qui avait été acquis en 2013. Nous proposons simplement d'aligner sur le principe de 2013 cette équivalence des obligations. Elles pourront, le cas échéant, être améliorées en séance. Mais encore une fois, nous ne sommes pas du tout hors sujet. Nous avons la liberté d'améliorer ce texte. Je voudrais rappeler que le climat général et de contribuer à l'amélioration du texte initial. Donc je vous demande simplement, dans votre disposition d'esprit, de changer peut-être d'état d'esprit et d'accepter avec plus de bienveillance les amendements qui concourent à ce retour à la confiance. Madame Batho. Non, très brièvement. En fait, on a un débat de fond qui était manifeste aussi sur la base du discours du président de la République à Versailles. Le débat de fond, c'est que nous considérons que ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil d'État et la perméabilité de l'appareil d'État à l'influence des lobbies fait partie du débat sur la moralisation de la vie publique et fait partie du débat sur la confiance des citoyens dans l'action publique. Donc on l'a sur cet amendement, on l'aura sur d'autres amendements que nous proposerons. Merci, Monsieur Schellenberger. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Encore une fois, on est confronté au problème de cette loi dont on nous dit non, mais ça, c'est pas dans celle-là, ça viendra dans la suivante. Sauf que la suivante, on en entend parler depuis hier et on ne sait pas réellement ce qu'on veut mettre dedans. Donc là aussi, je crois que quand on en est à ce stade, j'ai bien compris qu'il faut mettre l'essentiel, mais en matière de gestion des conflits d'intérêts dans l'action publique, cet article-là me semble faire partie de l'essentiel. Ce d'autant plus que vous nous expliquez depuis hier qu'il faut être très vigilant à la notion de séparation des pouvoirs pour finalement justifier le fait qu'on ne fasse un texte qui ne concerne que les parlementaires. À ce moment-là, si ça ne concerne que les parlementaires et de surcroît que les députés, on met ça dans le règlement de nos assemblées, mais on ne fait pas un projet de loi. Donc là aussi, si on fait un texte à portée générale, si on fait un projet de loi, ça concerne l'ensemble des pouvoirs et il n'y a que ça qui puisse être le garant de la séparation des pouvoirs. Et enfin, moi je suis d'autant plus engagé à défendre cet article qu'on voit la pratique du pouvoir telle qu'elle est actuellement. Dire on sent cet antiparlementarisme, on sent cette envie de concentrer les pouvoirs autour de l'exécutif et autour de la haute administration. Et alors même qu'on concentre les pouvoirs à cet endroit-là, c'est justement à cet endroit-là qu'on ne veut pas gérer la question des conflits d'intérêts. Et finalement, Monsieur Warsmann, ce que vous nous dites, c'est que là où un parlementaire pourrait être compétent, il serait en situation de conflit d'intérêts, mais là où un fonctionnaire pourrait être en situation de conflit d'intérêts, on va considérer que c'est une chance pour la nation. Soyez cohérents et ayez le propos pour les parlementaires et pour la haute administration. Merci, Monsieur Roussel. Roussel. Fabien. Ouais. Voilà. Merci. Moi, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites. On ne peut pas faire un texte qui se limite aux parlementaires, si ce n'est, encore une fois, de jeter l'opprobre sur les parlementaires et que sur nous. C'est l'occasion dans ce texte, effectivement, d'attaquer les lobbying et d'aller plus loin sur les questions de conflit d'intérêts, ça a été dit. Et c'est un sujet important pour rétablir la confiance dans la vie politique et dans les élus. Et pour reprendre l'exemple qui a été donné, ce n'est pas forcément une question de compétence. Moi, j'ai en tête l'exemple d'Éric Bocquet, sénateur qui a mené la commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Il est allé dans les îles anglo-normandes. Et là-bas, le consul de France, qui représente la France dans les îles anglo-normandes, c'est aussi un administrateur de la BNP. Ah, il est très compétent dans son domaine, mais il sert quels intérêts? Et c'est ça le problème qui nous est posé aujourd'hui. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Et on ne peut pas continuer d'avoir ce flou artistique qui fait que, effectivement, ça peut très bien se passer, mais comme ça peut aussi servir des intérêts qui vont à l'encontre de celui de la nation, de nos finances publiques, de l'intérêt des citoyens. Et donc, si on veut justement montrer qu'il y a un changement, qu'on va apporter de la clarté, de la clarification, allons plus loin, c'est l'occasion. Monsieur Bernalicis, Monsieur Viala et Madame Intermeyer, et ensuite Madame la rapporteure.
Merci. Bon, je vois que nous sommes tous en marche pour faire avancer ce texte. On va pousser. Non, mais c'est vrai, on est plutôt de bonne volonté. On a eu des discussions avec les uns les autres, montrant que, en tout cas, on espérait que il n'y ait pas la même position ici dans cette commission qui a été celle de la commission des affaires sociales. Alors, on est en capacité de voter un texte qui remet en cause intégralement le code du travail en 2 semaines. Mais là, ça poserait problème qu'il y ait un amendement qui a été fait dans les règles par le Sénat, discuté entre eux, etc. Ça me semble un peu être 2 poids, 2 mesures. Après, sur la question des talents et de l'expérience, le seul talent, la seule expérience qu'on demande à un parlementaire et a fortiori à la haute administration, c'est la vertu. Point. Parce que c'est la vertu qui garantit la République et la démocratie, qui garantit le fait qu'on prenne en compte toujours l'intérêt général, fût-ce parfois au détriment d'intérêts particuliers et parfois des siens. Alors, s'il reste à la fin les professeurs d'université, quel mépris pour les professeurs d'université par ailleurs, je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose. Et puis, c'est mal connaître le fonctionnement d'une administration et d'une entité administrative. Il y a des dirigeants, mais il y a surtout des techniciens qui sont là, qui eux connaissent leur métier, qui renseignent la personne qui est en capacité de prendre les décisions, parce que là, tous ces gens-là, notre Assemblée ne pourrait pas fonctionner correctement sans tous les techniciens, les administrateurs qui nous entourent. Et vous le savez aussi bien que moi. Et c'est ça qui éclaire la décision. Donc ne confondons pas ce qu'on demande d'un dirigeant, à savoir la vertu, de ce qu'on demande d'un technicien. Ça me paraît essentiel. Et évidemment, notre objectif, c'est que l'on puisse ressentir un dévouement intégral à la chose publique, à la fois chez les parlementaires, mais aussi dans notre administration. Mais je pense que ce texte, globalement, devrait s'étendre bien au-delà des frontières qui lui sont actuellement données, notamment le président de la République. Je ne vois pas pourquoi il serait au-dessus, ainsi que le gouvernement, et ainsi que peut-être un certain nombre d'acteurs de la vie publique, puisque c'est bien, je le redis, l'intitulé du texte. On parle de la vie publique, on ne parle pas de la vie politique, on parle bien de la vie publique. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'amendements qui soient hors sujet dans cette discussion. C'est bien là. Merci. Madame la rapporteure, pardon, je pense qu'il faut revenir aussi aux promesses que vous avez faites aux Français. La promesse que vous avez faite aux Français en la matière, c'est la moralisation de la vie publique. À l'arrivée, on va se retrouver avec la régulation ou l'encadrement très strict des conditions et des moyens de l'exercice de l'élu parlementaire. Il y a un premier mensonge là, dont je pense que les Français vont vous tenir rigueur. On a changé le titre, on change le contenu et on ne peut pas discuter du périmètre. Aujourd'hui, vous demandez aux oppositions ici présentes d'être constructives. Elles le sont, elles participent activement au débat parlementaire et elles cherchent à l'enrichir. Ce que nous voulons, c'est restaurer de la confiance entre nos concitoyens et les institutions. Il est évident que ça ne passe ni par le fait de museler complètement les élus. Les Français ont dit qu'ils souhaitaient que la démocratie vive et que les élus soient libres de leur prise de position et puissent les faire de manière conforme au mandat qu'ils reçoivent dans les suffrages. Mais il faut aussi que les élus aient à leur disposition une administration et des moyens qui leur permettent de le faire. Quand on est sur la question du périmètre et qu'on la pose ici et on va la poser ailleurs, moi j'ai eu aussi le grand désarroi de voir que certains des amendements que j'ai déposés, notamment pour que ce que vous envisagez sur la réserve parlementaire soit étendu à la réserve gouvernementale, on me répond à la commission que ça n'entre pas dans le périmètre du texte et que donc l'amendement n'est même pas soumis. Ça pose un véritable problème démocratique. Et sur la forme, ici, le fait que, d'emblée, toutes les propositions émanant soit du Sénat, soit des oppositions, soient rejetées par vous au motif, je vous cite, qu'elles ne correspondent pas à l'esprit initial du texte présenté par le gouvernement, est un vrai problème en ce début de mandature. Madame Untermaier. Madame Untermaier.
Très rapidement, parce que tout a été dit, mais c'est vrai que le titre quand même du projet de loi au départ et sur lequel nous avons travaillé, c'est rétablir la confiance dans l'action publique. Et je ne verrai pas dans ce texte, en le parcourant, n'y voir que les parlementaires. Donc c'est un vrai sujet qui se pose. Soit il faut vraiment changer le texte et dire que le gouvernement a une ambition extrêmement réduite et cornérisée sur l'Assemblée, mais on ne peut pas partir avec un texte comme celui-ci et entendre dire que les questions de pantouflage ou de conflit d'intérêts élargis à la sphère publique n'ont pas leur légitime présence dans ce texte. Bien, Madame la rapporteure. Je vous remercie. J'attire votre attention sur plusieurs points. D'une part, vous prêtez, je pense, à la ministre des propos qu'elle n'a pas tenus devant vous ici. Et je vous rappelle que l'amendement dont nous parlons est un amendement qui a été déposé par le gouvernement. Et donc, il est l'émanation, j'imagine, de la volonté de Madame la garde des Sceaux qui était présente hier devant vous. Donc, il retrace ses positions en la matière. Je voudrais vous indiquer que concernant les fonctionnaires, nous avons un certain nombre de textes qui ont d'ores et déjà été adoptés, dont un le 20 avril 2016, donc il y a même pas 18 mois, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Qu'il y a des dispositions contenues dans la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin 2. Qu'il y a eu également des dispositions relatives aux fonctionnaires dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Je considère que avant de commencer à toucher ou de continuer à toucher dans le cadre de cette loi à des dispositions relatives aux nominations ou au statut des fonctionnaires, qu'il conviendrait et qu'il serait de grande sagesse d'évaluer les dispositions qui sont contenues dans les 3 lois dont je viens de vous parler et de contrôler l'application de ces lois, de procéder à des auditions et de pouvoir essayer de bâtir un texte spécifique résultant d'un vrai travail parlementaire sur ces questions. Je souhaiterais donc, en tant que rapporteur, j'émets ce souhait et je pourrais le concrétiser probablement en tant que présidente de cette commission, je souhaiterais donc nommer une mission qui aura pour objet de contrôler l'application de ces lois et de voir en quoi nous pouvons améliorer le dispositif. Cette mission pourrait être composée, si vous en êtes d'accord, de chaque membre, d'un représentant de chaque groupe représenté dans cette commission, afin que justement nous puissions travailler le plus complètement possible en entendant tous les avis, afin que notre travail soit le plus constructif. Donc, ceci est un engagement de ma part, mais donc en tant que présidente de la commission, donc je nommerai à la rentrée une mission qui aura pour objet de contrôler l'application des lois dans cette matière. Et nous pourrons dès lors sereinement envisager la suite des événements en la matière. Je vous propose d'évoquer ces points dans notre prochain bureau qui nous réunira dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Enfin, j'attire également votre attention sur le fait que les parlementaires ne sont absolument pas écartés des dispositifs de nomination et qu'ils doivent émettre un avis favorable au 3/5e, et on ne peut pas considérer qu'il s'agit du fait du prince en la matière, et donc les craintes que vous exposez, à mon sens, ne sont aujourd'hui, à tout le moins, infondé. Donc, je vous invite à voter sur cet amendement présenté par le gouvernement et j'émets donc un avis favorable. Merci, Madame la rapporteure. Donc, je soumets au vote cet amendement du gouvernement qui est un amendement de suppression, le 112, qui a reçu donc un avis favorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Donc cet amendement est adopté, l'article 2 bis-A est supprimé et les amendements suivants de M. Stroman et de M. Bernalicis donc tombent de facto.
Bien, il est midi